$5.50. Come on, Chavala, get moving. No pills here, white boy. 50 cents, man. 50 cents more. Man. Come on, Chavala, get moving. Les chroniques de l'asphalte. Sang, honneur et rédemption. Prologue. L'écho du premier tir, tout commence par un silence. Pas le silence paisible d'une nuit de campagne, mais celui, lourd et poisseux, qui précède les grandes tragédies urbaines. Dans les bas-fonds de nos métropoles modernes, la justice n'est pas une balance, mais un calibre. La chute d'Orrin Boyd, Détroit. Une ville qui respire par ses usines désaffectées et transpire par ses bouches d'égout. Orrin Boyd n'est pas un homme de nuances. Pour lui, le monde est divisé en deux catégories, ceux qui respectent la loi et ceux qu'il doit briser. Ce jour-là, sous un ciel de plomb, le vice-président des États-Unis parade. Boyd, l'instinct en alerte, repère la faille. Ce n'est pas un attentat ordinaire, c'est une trahison orchestrée de l'intérieur. Lorsque l'hélicoptère surgit et que le pont devient un hachoir à viande, Boyd ne réfléchit pas. Il agit. Pour sauver l'officiel, il le projette dans le vide. Un geste qui lui vaut les foudres de sa hiérarchie. On ne sauve pas un puissant en le jetant au poisson. Sa punition ? Le 15e district, le purgatoire. Là-bas, il découvre une corruption endémique. Des flics, menés par le détestable Montini, volent l'héroïne des scellés pour la revendre. Boyd s'allie avec Latrell Walker, un génie de l'informatique dont le frère a été piégé. Ensemble, ils montent une opération d'infiltration digne d'un film d'espionnage. Le point culminant a lieu dans un entrepôt où la vapeur des tuyaux crevés se mélange à la fumée des fusils. Boyd ne se contente pas d'arrêter les coupables, il les éradique. Le cerveau du complot finit écrasé sous son propre hélicoptère, scellant la fin d'une ère de corruption. Le réveil de la prédatrice, l'histoire d'Anna, l'enfant du massacre. 30 ans plus tôt, au Vietnam, une maison brûlait. Anna n'avait que quelques années lorsqu'elle a vu sa famille s'éteindre sous les balles de mercenaires. Sans visage, elle n'a pas pleuré. Ce calme surnaturel a fasciné Moody. Un assassin venu pour une prime, qui a trouvé l'enfant caché dans un placard, une arme vide à la main. Au lieu de l'achever, il l'a adoptée. Il n'a pas élevé une fille, il a forgé une lame. La légende de Londres. 30 ans plus tard, Anna est l'image même de la sophistication. Elle tient une librairie de livres rares à Londres, manipulant des éditions originales avec la même précision qu'elle assemble un fusil de précision. Pour le 60e anniversaire de Moody, l'ambiance est à la nostalgie. Mais la fête est courte, Moody est retrouvé mort, sauvagement assassiné dans sa baignoire. Sa guitare préférée est en miettes. Anna sombre dans une rage froide. Elle remonte la piste jusqu'au Vietnam, le lieu de ses premiers traumatisme. Elle y découvre qu'Edward, un homme d'affaires qu'elle croyait mort, a simulé son décès pour bâtir un empire de l'ombre. Le duel des égaux. C'est ici qu'entre en scène Morrison. Il est l'homme de main d'Edward, mais il possède un code d'honneur qui le lie étrangement à Anna. Leur rencontre dans un restaurant haut de gamme est un ballet de menaces voilées. Sous la table, les pistolets se cherchent. « Tu es une anomalie, Anna, » dit Morrison en dégustant son vin. « Tu cherches une justice qui n'existe pas. »« Je ne cherche pas la justice, Morrison, je cherche le solde de tout compte. » Leur affrontement final est d'une technicité rare. Anna infiltre un gala de charité déguisé en serveuse, mais Morrison la repère à son aura. La poursuite s'engage dans les entrailles du bâtiment. Mais le grand twist survient, Moody n'est pas mort, il a simulé son décès pour piéger Edward. Dans un ultime sacrifice, Moody fait exploser la chambre forte avec lui et son ennemi à l'intérieur. Anna termine le travail en affrontant Morrison dans les ruines de sa maison d'enfance. Un seul coup de feu, le passé est enfin enterré. Le vétéran et le coursier. We Die Young l'enfer des MS-13 à Washington DC. Les monuments ne sont que des ombres lointaines pour Lucas. À 14 ans, il est le meilleur coursier de Rincon, le chef sanguinaire du gang local. Lucas pédale vite, livre l'héroïne et rentre chez lui pour protéger son petit frère Miguel. Mais le quartier est un ogre qui dévore la jeunesse. Lucas rencontre Daniel. Daniel ne parle pas. Les horreurs de l'Afghanistan lui ont tranché la voix. Il achète de la drogue à Lucas pour calmer les démons qui hurlent dans sa tête. Malgré son mutisme, une amitié silencieuse naît entre l'homme brisé et l'enfant en danger. La nuit du mariage,
Le chaos éclate lors du mariage de la sœur de Rincon. Jester, le neveu jaloux, cherche à évincer Lucas. À cause d'une erreur stupide, un paquet de drogue tombé sous un lit, Lucas devient une cible. Daniel, sortant de sa torpeur médicamenteuse, décide d'agir. Il prend les deux frères sous sa protection et utilise ses compétences de soldat pour transformer une simple course-poursuite en une démonstration de tactique militaire. Daniel provoque un assaut du FBI pour forcer le gang à sortir de sa tanière. Le mariage se transforme en bain de sang. Rincon, touché par la loyauté de Lucas, refuse de l'abattre, mais il est trahi et tué par Jester. Daniel, blessé mais implacable, tend un piège final au jeune ambitieux. La sortie de secours. Le film se termine dans une gare de triage. Daniel, le corps criblé de cicatrices, regarde le train s'éloigner. À l'intérieur, Lucas et Miguel trouvent une enveloppe pleine de billets. C'est l'argent de la drogue, détourné par Daniel pour leur offrir une vie là où personne ne connaît leur nom. Le vétéran reste sur le quai, son ombre s'étirant sur le béton, ayant enfin trouvé une forme de paix en sauvant ses deux âmes du gouffre. Conclusion, les cicatrices du destin. Toutes ces histoires convergent vers une vérité universelle. Dans les mondes que nous avons explorés, qu'il s'agisse des rues corrompues de Détroit, des jungles du Vietnam ou des ghettos de Washington, l'innocence est une monnaie rare. Orrin Boyd a dû sacrifier sa carrière pour sa morale. Anna a dû devenir un monstre pour venger les siens. Daniel a dû se souvenir du tueur qu'il était pour sauver des enfants. Leur héritage n'est pas fait de médailles, mais de silence et de regards perdus vers l'horizon. Ils sont les gardiens d'une paix fragile, ceux qui marchent hors des limites pour que d'autres puissent rester à l'intérieur. Développement technique et analyse. Pour comprendre l'impact de ces récits, il faut se pencher sur la symbolique des objets. La guitare de Moody. Elle représente la part d'humanité que l'assassin tente de préserver. Lorsqu'elle est brisée, c'est l'âme d'Anna qui se fragmente. Le vélo de Lucas, symbole de sa jeunesse volée, un outil de travail qui le lie à la rue, mais qui est aussi son seul moyen de fuite. L'insigne de Boyd, un morceau de métal qui ne pèse rien face à la corruption d'un système entier. Chaque scène d'action est pensée comme une partition. Quand Anna s'évade du bâtiment de V, ce n'est pas du hasard, c'est de l'ingénierie. L'utilisation de l'eau pour conduire l'électricité montre sa capacité à transformer l'environnement en allié. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du terrain, un concept que Daniel applique également lorsqu'il utilise les angles morts des ruelles de DC pour neutraliser les motards de dents de Jester. Le dialogue final entre Anna et Morrison est le point d'orgue de cette réflexion. Ils s'aiment au sens professionnel du terme. Ils sont les deux faces d'une même pièce de monnaie, jetées dans le caniveau. L'un travaille pour l'ordre, ou ce qu'il en reste, l'autre pour la vengeance. Mais au final, le résultat est le même, un corps au sol et un survivant hanté